Vous savez, les occasions sont rares dans une vie où l'on se retrouve dans une salle avec une centaine de personnes et que l'on connaît toutes ces personnes. Il est encore plus rare, au-delà de les connaître, de les aimer toutes. Grâce à vous aujourd'hui, à votre présence, à vos témoignages, je vis en ce moment même un de mes plus grands shoots de sérotonine, l'hormone du bonheur. Madame la directrice régionale des affaires culturelles de Normandie, cher Frédéric, Madame la directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, cher Aimé, Monsieur le délégué à la coordination de l'action territoriale auprès du secrétaire général du ministère, cher Jean-Michel, Monsieur le délégué à la musique du ministère de la Culture, cher Dominique, chers collègues du ministère, Madame la présidente du Festival international de musique de Besançon, chère Myriam et cher Gilles, prince consort, chers amis professionnels de la culture, chères familles, mes très chers amis, en vos grades et qualités. Chacun connaît la phrase d'Andy Warhol qui prophétisait en 1979 que, à l'avenir, tout le monde sera célèbre pendant 15 minutes. Si j'en juge par le fait que vous êtes toutes et tous venus aujourd'hui dans le seul but d'écouter dire du bien de moi, et mieux encore, de m'écouter disserter sur ce sujet qui m'est le plus familier, moi, il y a fort à penser que nous vivons bel et bien mon quart d'heure de gloire. Il me faut avant tout vous dire pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Lorsque j'ai eu l'immense plaisir de recevoir, fin juin dernier, le courrier de la ministre de la Culture qui m'annonçait cette nomination, je me suis demandé selon quelle modalité cette décoration pourrait m'être remise. Et assez spontanément, j'ai pensé à Besançon, car c'est ici que tout a commencé. Et puis j'ai tout aussi spontanément pensé au Kursaal, cette salle de concert à laquelle je suis tant attaché, car en faisant un rapide calcul, entre mes années au conservatoire, lorsque j'ai joué dans ces différents orchestres, les concerts du chœur et orchestre interlycée de Besançon, de l'orchestre des jeunes de Besançon, de l'orchestre philharmonique de Besançon, de l'orchestre de Besançon qui ne s'appelait pas encore Victor Hugo, je pense raisonnablement que je me suis produit ici une bonne centaine de fois en l'espace d'une vingtaine d'années. Et si nous sommes réunis plus particulièrement aujourd'hui, c'est parce que nous sommes le dernier jour du Festival international de Besançon, l'un des festivals doyens de notre pays, avec ceux de Cannes, d'Avignon ou encore d'Aix-en-Provence, tous créés dans l'immédiate après-guerre, et qu'à 2 pas d'ici, à 16h, se déroulera aujourd'hui la finale du prestigieux concours international de jeunes chefs d'orchestre, à laquelle nous sommes quelques-uns à assister tout à l'heure, discipline qui est ma passion et que j'ai eu le grand bonheur de pratiquer. Il était donc logique de profiter de l'alignement de ces 3 planètes en ce 23 septembre pour vous inviter à mes côtés au moment de recevoir cette distinction. Je souhaite aussi, à cette occasion, adresser mes remerciements les plus chaleureux au festival, à sa présidente, à son directeur Jean-Michel Maté, qui est actuellement avec le jury du concours, pour avoir rendu cette cérémonie possible ici. Pour avoir fait partie de l'équipe de bénévoles il y a plusieurs années, de l'équipe permanente en tant que stagiaire pendant mes études, et pour avoir été membre de l'association, cette manifestation conserve une place très singulière dans mon parcours. J'adresse ensuite mes remerciements à Frédéric Bourrat, à Laurent Bell et à Stéphane Degout pour leur présence active et leurs mots qui m'ont profondément touché. Il était important pour moi que cette cérémonie soit placée sous l'égide du ministère de la Culture, puisque c'est la ministre, Rima Abdul-Malak, qui m'a fait le très grand honneur de cette nomination dans l'ordre des arts et des lettres. Il était donc logique de solliciter Frédéric, mon actuelle directrice, pour présider cette cérémonie et lui dire à cette occasion le plaisir que j'ai à travailler à ses côtés et de former avec elle un vrai binôme, de faire fonctionner la DRAC Normandie dans un esprit de responsabilisation des équipes, ce qui n'est pas si fréquent dans une administration, souvent d'une architecture pyramidale. Comme vous le savez, une médaille a 2 faces, 2 symboles, 2 significations, et pour le Gémeaux que je suis, cela me va bien. Celle des arts et lettres, au-delà d'être certainement la plus jolie, revêt plus que tout autre une double portée artistique et institutionnelle.
Voilà pourquoi j'ai sollicité 2 personnalités pour cette remise de décoration et je souhaite leur renouveler mes remerciements aussi chaleureux qu'émus pour avoir accepté de se prêter tous 2 à cet exercice. J'ai rencontré Stéphane lors de ma première expérience à Royaumont, il l'a rappelé, c'était il y a bientôt 20 ans. Comme le disait Daniel Prévost, le temps passe, mais les œufs durent. J'ai été rapidement saisi par les qualités artistiques et humaines qui se dégageaient de lui, au-delà de l'esthète gastronomique que j'ai découvert ensuite. Et j'ai assisté avec un réel engouement à plusieurs de ses séances de travail aux côtés de Ruben Lifshitz. Sa carrière internationale a rapidement traduit son immense talent, étant aujourd'hui à mes yeux le meilleur baryton français qui, il ne l'a pas dit, mais chante en ce moment la production du Don Carlo de Verdi à Genève, c'est-à-dire qu'il chantait hier, qu'il chantera demain et qui est avec nous aujourd'hui. Merci vraiment, cher Stéphane. Je dois dire, moi aussi, en termes d'anecdote, que j'ai eu le privilège de tenir un rôle majeur, celui de tourneur de page de pianiste, à l'occasion de plusieurs de ses récitals. Et croyez-moi, cela consolide des liens indéfectibles, déjà tissés par le fait, comme il l'a rappelé, que nous sommes nés le même jour, à 1 an de différence. Je vous laisse dire qu'il est deux. Si les Gémeaux fonctionnent par 2, nous sommes donc 4. Merci, cher Stéphane, d'avoir accepté d'être ici entre 2 représentations et d'incarner par ta présence la face artistique de cette médaille. Autant qu'il m'en souvienne, j'ai toujours connu Laurent Bell. Dans le sens où le nom et cette personnalité sont étroitement liés à la politique musicale de notre pays. Fondateur du Festival Musica de Strasbourg, directeur de l'IRCAM, puis de la Cité de la Musique à Paris, président de la Salle Pleyel, nous lui devons le grand œuvre qui manquait à la France et à Paris. Une salle de concert à la hauteur de notre pays qui puisse trouver sa place au niveau d'excellence des salles emblématiques d'Europe et accueillir dans des conditions optimales les artistes les plus prestigieux. Ce ne fut pas un chemin tout tracé, je crois, car même Pierre Boulez, dont vous étiez parmi les plus proches, a été le promoteur avec force de ce projet de longue date. C'est désormais chose faite, et depuis 2015, la Philharmonie de Paris est un joyau qui fait honneur à la France. Cher Laurent, c'est un très grand honneur pour moi de recevoir de vos mains cette décoration emblématique de la République, et je vous adresse ma plus profonde reconnaissance. Sans qu'elle ait été particulièrement attendue, cette décoration reconnaît peut-être un parcours, fait de rencontres, d'expériences, de satisfactions, de déroutes, de doutes, parfois sérieux, et aussi d'engagement. Le tout forme une chaîne dont vous êtes toutes et tous de solides maillons, et je suis uni à chacune et chacun de vous, puisque vous êtes quelque part à chaque fois des étapes de vie dont il m'a fallu sélectionner quelques souvenirs pour ne pas être trop rébarbatif dans ce discours. Comme l'a écrit Jean-Paul Sartre dans Les Mots, tout homme a son lieu naturel, ni l'orgueil ni la valeur n'en fixent l'altitude, l'enfance décide. Évoquer cette enfance, c'est évoquer mes parents et profiter de cette occasion pour leur exprimer ma gratitude pour m'avoir toujours laissé faire ce que je voulais et d'avoir toujours accompagné ses choix. Quelque part, on se réalise en cherchant le regard de ses parents. Si je sais que maman est fière de ce que je suis, demeurera toujours ce vide incomblable laissé par le départ d'un père parti trop tôt. En cet instant si singulier, j'essaye d'imaginer, mais l'exercice est vain, ce qu'aurait été sa réaction face à cette décoration, lui qui a toujours été tellement éloigné de ses honneurs, futile à ses yeux, et de toute forme de vanité qui peut accompagner ceux qui les reçoivent. Je l'imagine donc en cet instant, lui qui, comme son père, et son père avant lui, et son père encore, était si prompt à ne pas exprimer ses sentiments. Comme quoi, vous voyez que c'est une histoire de femme. Sans doute fier, mais dissimulant cette fierté derrière un détachement caustique qui n'aurait pas manqué de me faire garder les pieds sur terre. Rien que pour cela, l'évocation de sa mémoire et de ce qu'il a forgé en moi suffisent à ce que je garde les pieds solidement ancrés sur terre. Cette terre fixée sous mes bottes lorsque je passais mes vacances d'enfance à la ferme de Cremary, et plus tard à ses côtés dans les forêts et autour des étangs de Haute-Saône. Alors si l'enfance décide, la mienne décida que ce serait la musique,
grâce notamment à cette expérience unique des classes musicales à horaires aménagés que j'ai eu le bonheur de suivre pendant 9 ans. Pierreline et Samuel, ici présents, en sont des témoins de premier ordre. C'est une chance, pour ne pas dire un privilège, qui m'a été donné, car la pratique musicale a accompagné la construction, sans doute trop rapide, de ce petit garçon qui voulut trop vite être du monde des adultes, au point d'en adopter les codes vestimentaires, mais qui depuis a appris à attendre. La musique, c'est cette alchimie extraordinaire qui donne vie à des traces d'encre. Il s'agit bien de vie au sens organique, car elle prend forme grâce à cette mystérieuse rencontre entre le fruit de la pensée d'un compositeur, parfois disparu depuis très longtemps, traduite grâce à ce que la plume a couché sur le papier, avec la pensée bien active des interprètes qui font faire résonner dans l'esprit de ceux qui écoutent ce à quoi leur complexité d'être vivant va permettre de donner vie, et qui n'existe que dans l'instant éphémère où la note est jouée. Tant d'émotions naissent de cette rencontre que cela en est fascinant. Et pourtant, je ne devins pas musicien professionnel. De manière prémonitoire, lorsque je rentrais au conservatoire, vers 6-7 ans, et qu'on me demanda ce que je voulais faire plus tard, je répondis de manière très assurée et surtout très conscient de l'enjeu du moment, que je voulais devenir conducteur de pelleteuse. Certains psychologues, Daniel, évoqueront sans doute la recherche précoce et inquiétante d'un instrument de puissance. J'y verrai pour ma part une vocation à construire et à accompagner les projets de construction, car si le terrassement et les fondations ne sont pas solides, l'édifice ne peut pas tenir, et l'objectif d'une vie est bien de travailler à la construction de notre propre édifice. Malgré ce projet étroitement lié au Caterpillar, j'ai vécu près de 15 ans de bonheur au Conservatoire national de région de Besançon, en devenant membre d'une famille d'autant plus extraordinaire que protéiforme, les percussions. Aux côtés de Joël Chauvière et Christophe Bourrier, mes professeurs, je me suis forgé une technique exigeante qui m'a permis d'appréhender presque toutes les circonvolutions de cette famille et de vivre l'orchestre de l'intérieur. L'orchestre, c'est le meilleur apprentissage de la vie en société. Vous y apprenez à écouter, vous y apprenez à nuancer vos interventions, et même si vous avez des antagonismes interpersonnels avec l'un ou l'autre membre, vous devez jouer ensemble dans une recherche d'harmonie. J'ai eu le bonheur de vivre ces moments d'harmonie, notamment parce que ma pratique musicale m'a permis de rencontrer celles et ceux qui allaient former mon premier cercle d'amis, celles et ceux dont on se demande comment on les a connus, tellement ils sont présents, tellement le lien est fort et survit à la distance. Quelques-uns sont là aujourd'hui, Marine, Christophe, Laetitia, Pierre, Damien, Ardouin, Anne-Claude. D'autres sont en pensée avec nous et je les sens toutes et tous dans mon cœur. C'est aussi grâce à cet enseignement que j'ai pu vivre l'un de ces moments qui, par leur caractère unique, marquent une vie. Et celui-là a assurément fait germer bien des choses en moi et prédéterminé un certain nombre de directions prises au fil des ans. Vous l'avez rappelé, Laurent, le 14 juillet 1989, je participais à l'opéra-ballet La Marseillaise de Jean-Paul Goutte sur les Champs-Élysées, à Paris. 6000 participants, 2000 tambours, dont moi, 800 millions de téléspectateurs. Et clou du spectacle, participer à l'interprétation de La Marseillaise par Jessy Norman, drapée de bleu, blanc, rouge sur la place de la Concorde, événement sidérant quand on y pense. Après une telle expérience, je peux vous dire que vous avez un autre rapport avec le drapeau tricolore, la République, l'unité de la nation et avec notre devise liberté, égalité, fraternité. Et quand j'ai eu l'occasion de dire à Jack Lang, il y a quelques années, que j'avais été de cet événement et qu'on n'avait rien fait de mieux depuis, il m'a répondu avec l'œil qui frise, « On s'est quand même bien amusé. » Véridique. Cet événement inouï, je le dois d'avoir fait partie de la classe de percussion du Conservatoire de Besançon. Il y avait à la tête du Conservatoire une figure qui fut pour moi inspirante, André Cauvin. Ombrageux pour certains, craint par d'autres, et très impressionnant pour les enfants que nous étions, j'ai compris bien plus tard que la distance qui s'imposait spontanément à son contact était en fait une pudeur reflétant une grande sensibilité et une hauteur de vue qui caractérisent les grands. C'est à lui que je dois d'être passé du côté opposé aux percussions, le pupitre du chef d'orchestre.
C'est avec lui que j'ai travaillé cette discipline exigeante mais passionnante, non pas de chef au sens coercitif, mais de guide et d'interprète d'un collectif. J'ai une pensée pour lui en cet instant, car je l'ai eu au téléphone il y a quelques semaines, et il m'a adressé un message très touchant de pudeur et de poésie pour s'excuser de ne pouvoir être physiquement parmi nous aujourd'hui. Autre figure marquante qui a accompagné ma construction et à qui je dois d'avoir vécu des moments d'exception, notamment en ces lieux, dans cette merveilleuse salle du Kursaal, c'est Jean Missalle. Professeur de musique passionné et passionnant, des générations entières de collégiens et lycéens lui doivent un lien privilégié à la musique et des expériences de pratique musicale hors normes, notamment avec le chœur et orchestre interlycée, structure précurseur de la pratique musicale en milieu scolaire. De cette expérience unique, je garde forgée en moi la conviction que l'inscription d'une pratique artistique concrète tout au long de la scolarité et de la vie est au moins aussi indispensable que le sport et les autres disciplines et qu'en la matière, il ne faut jamais transiger avec la recherche de qualité. Je salue également le proviseur emblématique du lycée Pasteur, Jean-Claude Duverger, très convaincu de cela. Et je mesure aujourd'hui combien cette expérience fut novatrice à l'échelle nationale et combien les finances du ministère de la Culture, si compliquées à obtenir à l'époque, ne seraient que pure formalité aujourd'hui au regard de l'ampleur de ce qui a été réalisé et de l'indispensable pratique artistique chez les jeunes. J'ai eu aussi la chance de vivre concrètement la musique, mais aussi le théâtre, en participant 3 ans durant aux productions du club théâtre du lycée. Labiche, Giraudoux, Obaldia, Stéphane, Pierre, Émeric s'en souviennent, autres collectifs, autre nécessité d'écoute. Et je sais que nous sommes plusieurs encore aujourd'hui à rêver que nous sommes sur scène et qu'on a oublié le texte, je vous assure. Je me suis largement inspiré de ces rencontres et de ce qu'elles m'ont apporté lorsqu'on m'a proposé d'enseigner les percussions à l'école de musique d'Ornans, qui n'était pas encore intercommunale, alors que je venais d'avoir 18 ans, le permis de conduire à peine en poche. C'était il y a 29 ans, presque jour pour jour. Expérience très forte que celle de la transmission. J'ai encore en mémoire cet instant qui précéda mon premier cours, ma première rencontre avec mon premier élève, à passer en revue ce que j'allais dire, fébrilement, et faire. Je me concentrais, je me rappelle, dans l'arrière-salle d'un Algeco, éclairé ce matin-là par le doux soleil de septembre, comparable à aujourd'hui, lorsque je vis arriver ce premier élève tenant la main de sa maman. S'en sont suivies 8 années d'échanges et de transmission, et je suis très heureux que Yann et ses parents soient là aujourd'hui, avec son oncle Jean-Louis, qui d'ailleurs présida cette école de musique. Et puis ce fut les études supérieures, 4 ans de droit, qui m'amenèrent à décider de ne plus en faire. Rodolphe est un témoin de cette époque. Et à m'orienter vers le management et la gestion des entreprises culturelles en intégrant l'IUP Denis Diderot de Dijon. Bisontin de souche, je passais donc à l'ennemi bourguignon. J'ai vécu dans la cité des Ducs 3 ans riches en tout point où naquirent de solides amitiés avec des personnalités de haut vol, pour ne pas dire hautes en couleur, dont 2 sont ici aujourd'hui, Lionel et Alexandre. Et j'ai une pensée pour notre ami Yann, trop tôt disparu. C'est aussi à cette époque, à la faveur d'un stage, que je découvris ce qu'était une direction régionale des affaires culturelles, celle de Franche-Comté, grâce au conseiller pour la musique et la danse de l'époque, Jean-Marc Vernier, et au contact duquel je me dis qu'un jour, peut-être, je pourrais faire cela. Après l'Université de Paris-Dauphine, pour clore cette séquence de formation dans la gestion des institutions culturelles, ce fut le saut dans la vie professionnelle. Ou plutôt, à défaut de saut, l'attente au bout du plongeoir, car si on m'avait assuré qu'on venait chercher les étudiants de Dauphine, à l'issue du cursus, j'ai attendu et personne n'est venu. Ceci m'a permis de prendre conscience de l'importance de l'expérience, des stages professionnels et autres contacts qui comptent tout autant que les qualifications dans le secteur culturel. Ayant recalibré mes prétentions, j'ai rejoint donc la Fondation Royaumont dans cette magnifique abbaye cistercienne, érigée par Saint Louis, au sein de laquelle j'ai fait de formidables rencontres artistiques et personnelles. Stéphane en est un exemple. Il y eut aussi la rencontre avec les percussions de Strasbourg, en résidence à l'époque, ce qui, pour tout percussionniste qui se respecte, revenait à rencontrer les dieux de l'Olympe.
Je salue aujourd'hui l'un de ses héritiers, Rémi Schwartz, qui, par le hasard de la vie, a été nommé il y a un an professeur de percussion au Conservatoire de Besançon et qui est ici parmi nous. Merci Rémi. Au contact de ces très grands artistes, j'ai eu confirmation que l'excellence est une vertu à cultiver et qu'il ne faut rien transiger en la matière quand on parle de culture et de pratique artistique. Notre devoir est de vulgariser et répandre l'idée que l'excellence est accessible à toutes et tous et que dans le domaine culturel, il faut se laisser surprendre par ce que les artistes et les créateurs nous disent du monde qui nous entoure, de celui duquel nous venons et de celui vers lequel peut-être nous allons. Ne confondons pas excellence et élitisme. Le premier motive et se forge par la pratique. Le second s'hérite souvent et est exclusif. Comme les papilles pour le goût, Pan, l'esprit se forme et la culture s'acquiert. C'est dans cet esprit que j'ai rejoint le ministère de la Culture il y aura bientôt 17 ans, le 1er octobre prochain. Après la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, le Grand Est, la Normandie est ma 4e région et je profite de l'occasion pour avoir une pensée reconnaissante pour les directrices et directeurs régionaux avec lesquels j'ai toujours travaillé en confiance. En me retournant sur ces 17 années, je suis convaincu que nous avons en France un système exceptionnel de soutien au monde culturel et à ses acteurs. Une administration centrale qui impulse les grands axes d'une politique nationale. Car oui, nous sommes une nation indivisible et non une fédération hétéroclite, et une administration déconcentrée qui, au plus près des réalités et des acteurs des territoires, met en œuvre cette politique en tenant compte des particularités de nos régions. Tout va bien? C'est l'émotion sans... Ça va, docteur? Très bien. Cette action culturelle concourt donc à la cohésion nationale qui, on l'a vu récemment, est aussi précieuse que fragile. D'aucuns gloseront sur les imperfections de cette administration et les lourdeurs de notre système, et il y en a. Mais là encore, la perfection n'existe pas. Je peux simplement vous dire que les dernières crises traversées, notamment celle du Covid, ont mis en lumière les capacités extraordinaires, l'engagement sans faille et le soutien indéfectible de l'État à ce secteur aux côtés des collectivités territoriales. Avec humilité, je suis fier d'avoir participé et de participer encore à cette action. Chers amis, la vie est faite de rencontres, d'échanges, d'acceptation et de renoncement, d'initiatives et de contradictions. Mais il faut se laisser contredire, car c'est le seul moyen de s'enrichir de ce que l'autre nous apporte par sa propre expérience et sa différence. Comme l'écrit Montaigne dans ses célèbres essais, « Je m'avance vers celui qui me contredit, qui m'instruit ». En soi, c'est aussi une phrase que l'on peut appliquer à la culture, car ce qui fait la culture de chacun, c'est sa capacité à accepter la différence de l'autre et à s'en enrichir à chaque rencontre, même déstabilisante. L'autre, c'est vous, famille, amis, collègues, acteurs culturels. Toutes ces rencontres ont forgé au fil du temps ce parcours, cette chaîne dont vous êtes les maillons et que je suis particulièrement heureux de retrouver aujourd'hui. Quelque part, vous êtes toutes et tous un morceau de cette médaille et c'est à vous que je la dédie, car sans votre précieux enrichissement tout au long de ma vie, il va de soi que je n'aurais pas été à la hauteur de ce que cette décoration incarne. Par sa nature et en ce qu'elle reconnaît, elle s'inscrit plus que jamais dans les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité, qui nous unissent et dont la culture est tout autant le ciment que le ferment. Ces valeurs, elles sont affirmées avec force. Elles doivent être mises en œuvre avec sagesse, mais aussi avec l'idée permanente de magnifier la beauté de notre humanité, au-delà de ses faiblesses et de ses imperfections. C'est ce qui me nourrit et me motive au quotidien, ce quotidien qui serait bien terne sans lumière. La lumière, elle peut prendre plusieurs formes, elle est faite de rayons qui se nomment expérience, apprentissage, enrichissement de chaque jour et de chaque rencontre. Dans mon quotidien, cette lumière m'est aussi apportée par le soleil éclatant du Mexique, qui s'est invité il y a 3 ans et demi, toujours chaleureux, parfois cuisant, mais favorisant chaque jour la photosynthèse qui est la condition de la vie. Alors en vous remerciant pour votre lumière qui me guide, pour votre présence et pour votre écoute, à propos de Mexique, je citerai Luis Mariano et les 2 derniers vers du refrain de son célèbre chanteur de Mexico qui ont presque valeur philosophique.
en cet instant de joie, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Et je suis très heureux de donner la parole à Jean Misselin, qui a préparé un petit happening, je crois.